Alors, bonjour. Bonjour aux gens qui sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Live, Réseau Annie RH. On se rencontre les mardis, toujours midi 15, midi 30, pour discuter ensemble d'enjeux reliés aux ressources humaines. Aujourd'hui, on reçoit Luc Lapointe de Scientifics. Excuse-moi. Luc, tu es courtier en connaissances scientifiques. Ça veut donc dire que toi, tu t'affaires au quotidien à éplucher des études scientifiques de haut niveau et à faire émaner des constats à partir de ça. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de parler avec toi au niveau de l'engagement de nos équipes en mode hybride. C'est le sujet sur lequel tu t'es attardé, c'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Merci d'être là, Luc. Merci à toi de me recevoir. Bonjour tout le monde. Bien content d'être là. Alors, Luc, on se lance dans le cœur du sujet. On veut savoir, du haut de toutes tes connaissances scientifiques, qu'est-ce qui émane des recherches présentement au niveau de l'engagement des équipes? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Quels sont peut-être mythes et réalités? Des fois, on a des fausses croyances. Comment tu vois ça? Premièrement, il faut dire que les recherches sont assez nouvelles. Ce n'est pas un phénomène qui existe depuis des années. Mais ce qu'on commence à constater, en fait, lorsque j'ai piché plusieurs rapports, notamment de Gallup, McKinsey, Gartner, des études scientifiques, etc., c'est qu'on se rend compte, en fait, que le mode hybride a plusieurs avantages pour les organisations. Notamment, ça peut améliorer la productivité des gens, ça peut améliorer leur engagement, ça élargit le bassin de recrutement, ça favorise la rétention du personnel parce qu'on leur offre le choix. Si vous voulez travailler au bureau, vous pouvez venir au bureau. Si vous préférez travailler à partir de la maison, vous le faites, etc. Et ça favorise évidemment la conciliation travail-famille. Donc, il y a énormément d'avantages au mode hybride, mais il y a aussi des défis qui viennent avec tout ça. Par exemple, on peut avoir des problèmes de coordination. Il y a certaines personnes qui vont avoir de la difficulté à nouer des liens interpersonnels avec des collègues parce que même parfois, ils ne sont pas au bureau en même temps qu'eux ou en même temps qu'elles. Il y a même des gens qui n'ont jamais rencontré des collègues avec qui ils travaillent quotidiennement parce qu'ils ne sont jamais au bureau au même moment, où il y a certaines personnes qui sont complètement en télétravail. Et donc, c'est plusieurs défis qui convient de relever, en fait, parce que lorsqu'on est parti en télétravail au début de la pandémie, il y a des gens, des gestionnaires qui espéraient grandement le retour au bureau. C'était plus facile, c'était la norme, on savait comment fonctionner. Puis là, on se rend compte, en fait, que les employés, ils veulent peut-être pas tous ça ou tout ça. Donc, il faut être capable de créer un environnement de travail qui va leur permettre d'être heureux, qui va leur permettre de bien fonctionner, en acceptant le fait que c'est pas tout le monde qui veut revenir 100% au bureau, c'est pas tout le monde qui veut rester 100% en télétravail. Puis ça devient beaucoup plus complexe parce qu'on est sorti de la norme. Avant, c'était tout le monde était au bureau. Pendant la pandémie, c'est tout le monde en télétravail. Puis maintenant, on est entre les deux. Alors, Luc, on rappelle, à toi, tu as un post-doctorat, tu épluches les études scientifiques sur le domaine. Oui. Si quelqu'un veut accroître l'engagement de ses équipes dans un contexte hybride, les premières clés, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que la science nous dit sur ce sujet-là? Première des choses à faire, c'est d'accepter le fait que nous n'avons pas le gros bout du bâton. C'est à cause du contexte du marché de l'emploi. Les gens, ils ont la possibilité de changer rapidement d'emploi. Puis même s'ils ne le feront pas, ils peuvent penser qu'ils peuvent le faire et parfois c'est suffisant pour leur faire croire en fait que c'est eux qui ont le gros bout du bâton. Donc, il faut écouter les employés. C'est vraiment ça, parce qu'on n'est plus dans une zone noire et blanche, on n'est plus 100% en télétravail ou 100% au bureau, on est rendu dans un mode hybride. Et il y a certaines personnes qui ont des besoins et des désirs différents, puis la première chose qu'il faut faire en tant que gestionnaire, c'est de comprendre ces besoins et ces désirs-là. C'est vraiment sortir de la boîte. C'est vraiment... Oui, vas-y. Si je nous amène à quelque chose de pratico-pratique, donc les gens ont des désirs, des besoins, puis là, certains voudront être en présentiel, voire 5 jours semaine, puis il y a des gens qui voudraient 0, toujours. Fait que ces besoins ne sont pas toujours compatibles. Comment on peut naviguer à travers ça? On sait que Harvard Business Review avait proposé le 2 jours par semaine en présentiel, idéalement les mêmes journées pour toute l'équipe, histoire que ça avait une valeur ajoutée. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que ça, c'est déjà une bonne formule?
c'est encore un peu dans la boîte. c'est encore, on va prendre 2 jours par semaine comme c'est une formule magique. Je pense que la chose à faire, qui est une des choses les plus importantes, c'est de découvrir, en fait, ou de savoir où est l'interconnexion, l'interdépendance entre les gens. Il y a certaines tâches qui vont nécessiter que les gens travaillent ensemble. Il y a d'autres tâches qui vont pouvoir s'effectuer de façon très solitaire. Il faut être capable de comprendre ça. Hein? Quand est-ce que j'ai besoin de collaborer avec les autres? Et ça, c'est super important, en fait, parce que ça va donner la raison pour amener les gens à revenir au bureau. Parce que si on leur demande de revenir au bureau 2 jours par semaine, puis qu'ils font la même tâche que ce qu'ils font à la maison, c'est un peu imposé. On ne veut pas aller dans cette direction-là. On veut que les gens aient une raison de revenir au bureau. Puis ça passe par leur expliquer c'est quoi le travail, les contraintes de l'organisation. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire ben, moi, le mercredi, je ne peux pas. Moi, le mardi, je ne peux pas. Mais dans ce cas-là, on va s'asseoir ensemble, puis on va essayer de discuter des raisons qui vont nous amener en tant que groupe à cibler telle journée parce que ça sert les gens. Puis quand on commence à discuter avec les gens puis qu'on leur explique les raisons derrière nos actions, c'est beaucoup plus facile pour elles et pour eux de faire des sacrifices, d'accepter que cette journée-là, c'est la journée du travail. Donc ça, c'est... Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai... Donc ça, c'est pour la quantité de jours. Fait que tu dis attention aux approches trop bien cannées, là. Commençons par la réalité de l'équipe, ses besoins d'affaires, ses processus collaboratifs, les besoins de ses équipes et leur disponibilité. Exact. Dis-moi, quand on fait ça, on a des gestionnaires après qui, des fois, peinent à assurer l'engagement puis l'esprit d'équipe de leurs équipes, surtout quand ils ont des politiques, par exemple, là, où c'est vraiment sur une base volontaire que les gens se présentent au travail, parce que certains membres de l'équipe, parfois, pour des raisons géographiques et autres, eux s'y présenteront très, très peu. Ouais. Voire pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on recommande à ces gestionnaires qui cherchent quelques clés pour nourrir l'engagement de leurs équipes hybrides? En fait, il y a plusieurs choses, on pourrait en discuter pendant 1 heure, mais une des choses de base à faire, c'est d'ouvrir les canaux de communication. Il faut s'assurer que les gens puissent être capables de communiquer entre eux et qu'ils ne se sentent pas mal de le faire. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Hein? Quand on est parti en télétravail, on a perdu beaucoup de discussions de machines à café, on a perdu des occasions de se rencontrer. Puis souvent, les gens, ils se sentent mal de dire, ben moi, je vais prendre 15 minutes pour discuter avec Jessica de son bébé, mais on le faisait ça avant. Il faut être capable de rouvrir ces canaux-là. Et les leaders peuvent jouer le rôle d'entremetteurs parce que souvent, les gens, ben, justement, ils peuvent se sentir gênés de discuter avec les autres, alors qu'en fait, c'est un phénomène social très important, la conversation, connaître les autres. Et les gestionnaires peuvent dire, ben, moi, premièrement, on va le dire, sentez-vous pas mal de parler d'autre chose du travail, OK? Sentez-vous pas mal de connaître les gens, même si vous êtes au bureau ou à distance, c'est correct si vous êtes capable de communiquer entre vous autres. On va mettre des plateformes aussi de communication, par exemple, ben, je pense à des outils comme, le nom m'échappe, mais ça va m'en revenir, c'est Kumo Space, par exemple, où on a un avatar, puis on peut se promener, on peut recréer physiquement l'environnement de travail. Je vais mettre un bureau là, et les gens peuvent se promener dans Kumo Space et discuter avec les gens. Et quand on n'est pas là, ben, l'avatar disparaît. Donc, on va être capable de savoir, est-ce que j'ai un collègue qui est disponible présentement pour discuter? Oui, il est là, parfait. On va essayer de recréer ces outils de communication-là. Et les gestionnaires peuvent jouer justement le rôle d'entremetteur, c'est-à-dire, j'ai discuté avec Annie, elle est allée voir un film, puis ça m'a fait penser à toi, je pense que tu pourrais l'aimer, donc je t'invite à communiquer avec elle. Parce que souvent, les gens, ben, ils vont faire leur tâche, puis ça peut s'arrêter là. Et donc, c'est là qu'on perd beaucoup de culture, c'est là qu'on perd la capacité de se connecter, puis c'est pas vrai qu'on est juste bon à se connecter en présentiel. Oui, le présentiel aide. Oui, c'est vraiment bien d'être en présentiel, de faire des activités ensemble, de partager une expérience commune. C'est mieux, en fait, qu'en virtuel, d'après ce que je peux comprendre des études présentement. Mais on peut quand même nouer un fort sentiment d'appartenance envers des gens lorsqu'on leur permet de communiquer ensemble et de comprendre c'est quoi la raison qui les amène à travailler ensemble. Et on peut penser aux groupes de gamers, par exemple, qui vont développer un très fort sentiment d'appartenance envers des gens qu'ils n'ont jamais connus physiquement.
parce qu'ils ont une motivation commune. Et c'est ça qu'il faut être capable d'aller chercher. C'est quoi tes intérêts personnels? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça que je dis qu'il faut communiquer avec les employés, comprendre leurs besoins, leurs désirs. Puis après ça, ben, une fois qu'on a tout ça, ben, il faut être capable de le partager avec les autres, de dire, ben, écoutez, cette personne-là, elle est bonne là-dedans, elle peut t'aider, etc. Donc, il faut être capable de mettre les gens en relation, et les gestionnaires et les leaders ont un très gros rôle à jouer là-dedans parce que c'est eux qui sont capables de briser la glace parfois, puis de prendre les devants. Puis une fois qu'ils vont mettre de l'eau au moulin, ben, ça peut aider les gens à mieux communiquer parce qu'il y a certaines personnes qui ont été engagées en télétravail, comme je le disais tantôt, et qui n'ont jamais rencontré les autres. Donc, est-ce que je vais prendre 2 minutes pour y envoyer un courriel pour lui dire est-ce que ça te tente de chatter? Mais non, il n'y a pas de relation. Donc, il faut recréer ces relations-là et favoriser ça. Fait que ce que je t'entends nous dire, Luc, c'est l'engagement des équipes en mode hybride. À ce point-ci, c'est pas tant des artefacts qu'on recherche comme des brises-glaces ou des activités bien jazzées. Tu nous ramènes à l'essentiel de l'être humain, connecter ensemble, prévoir des discussions qui ne sont pas reliées à des tâches du travail, faciliter les interactions entre les membres de l'équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui a de l'incidence sur le niveau d'engagement de nos équipes en mode hybride. Oui, puis tu peux avoir des grosses activités. Hein, des activités de team building, là, c'est vraiment bien. Par exemple, aujourd'hui, on va aller au bureau, puis on va juste faire un concours de fléchettes ou peu importe, on va faire une activité qui est tripante pour les gens, on va aller au restaurant, etc. L'idée, c'est de leur faire vivre des expériences communes. Ça, c'est clair que c'est excellent. Mais on ne peut pas le faire 2 fois par année en se disant, ben, on a un barbecue l'été, puis on a le party de Noël. Ça va être suffisant pour créer de l'engagement. C'est vraiment pas ça. L'idée, c'est à tous les jours. À tous les jours, il faut travailler, il faut repenser nos façons de faire, il faut essayer d'amener les gens à mieux se connaître. C'est vraiment un travail quotidien. Ça ne se passe pas vraiment avec des gros « oui, ça va aider, oui, c'est parfait », mais ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de faire des gros événements, mais soutenir en dessous aussi l'expérience des gens en les amenant à communiquer puis à avoir du sens dans leur travail. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on oublie, c'est que des fois, surtout les télétravailleurs, on les laissait un peu à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Hein? Ben, elle fait son travail, puis on se rend compte, en fait, dans des sondages, que les gens en télétravail sont beaucoup moins contactés, ont beaucoup moins de rétroaction de la part de leur superviseur, beaucoup moins de rétroaction de la part de leurs collègues de travail. Ils ne sont pas là. On est des êtres de chair, on voit les autres, on est plus amené à communiquer avec eux autres quand on les voit. Donc, il faut recréer ça. Et il faut surtout être capable aussi de mettre un code de communication, un code de collaboration, de définir quels sont les besoins des organisations. Comment est-ce qu'on travaille bien ensemble? Pour quelles raisons? Quels outils est-ce qu'on va utiliser pour communiquer? Parce que quand on est parti en télétravail, des gens ont recommencé à communiquer de différentes façons. Des fois, c'est Messenger, des fois, c'est des courriels. Puis, c'est désordonné. Fait que comment tu veux être capable de recréer une culture d'entreprise quand les gens n'utilisent pas les mêmes canaux de collaboration, les mêmes canaux de communication, quand c'est un peu éparse? On ne sait pas qui contacter quand. Il faut être capable vraiment de structurer ça, de cibler les besoins de l'organisation, cibler les besoins des employés, s'asseoir ensemble pour communiquer sur comment est-ce qu'on va faire pour collaborer ensemble, mettre ça en place. C'est comme ça qu'on est capable vraiment d'arriver à quelque chose. Puis, pour conclure, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que ça prend beaucoup de temps personnaliser ces approches-là. Puis c'est vrai. C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gestionnaires qui ont eu de la difficulté pendant la pandémie. Il y en a qui sont épuisés. Ça leur revient beaucoup à eux autres. 70% de l'engagement des employés revient avec les relations des gestionnaires. Donc, c'est beaucoup de travail. Et c'est important que les organisations supportent les gestionnaires. C'est important aussi qu'on soit conscient de ça pour être capable de mettre en place une stratégie globale. Parce que si c'est laisser faire, puis revenez au bureau 2 jours par semaine sans qu'il y ait de raison, ça peut créer de l'engagement. Ça peut créer aussi beaucoup de frustration. Parce qu'il y a des gens qui vont revenir au bureau sans savoir pourquoi. Ils vont dépenser de l'argent, ils vont dépenser du temps. Puis ça peut créer de l'engagement, mais ça peut créer de l'engagement contre les gens qui les obligent à faire ça. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que ça peut créer une distance entre eux contre nous. Une logique de... Voilà. Alors, Luc, on veut continuer d'aller chercher des idées dans ta tête. On rappelle que tu es courtier en connaissances scientifiques. Oui. Tu t'intéresses beaucoup à la gestion en mode hybride. Et là, on veut savoir, il y a des entreprises qui ont réussi avec brio à créer cet esprit d'équipe en dépit du mode hybride, qui ont évalué leur engagement au niveau de leurs équipes.
Oui. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces équipes ou ces entreprises ou ces gestionnaires qui a fait que ça fonctionnait? Sans se dire que ce sont des méthodes universelles. On comprend bien que souvent, ça a des racines dans la culture de l'équipe, dans son histoire, mais juste se donner des pistes et astuces, des idées. Qu'est-ce qui a fonctionné pour les autres? Ben, je l'ai un petit peu dit. En fait, je ne vais pas me répéter, mais c'est vraiment une question de personnaliser. Si vous regardez, par exemple, Google, qui a rappelé tout le monde au bureau sans s'intéresser à ce que les gens disaient, ça a soulevé beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de frustration. Donc, ce qu'on retrouve partout quand on lit Gallup, McKinsey, Gartner, Harvard Business Review, c'est intéressez-vous aux gens. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu te lèves le matin, tu es content de venir travailler? Qu'est-ce qui te motive? C'est ça qu'on veut aller chercher. Parce que l'engagement, je veux dire, en fait, c'est un sentiment positif qui nous amène à vouloir travailler pour l'organisation, à vouloir se dépenser et à faire des sacrifices pour elle. Donc, c'est très personnel comme raison de faire. C'est pas juste monétaire, en fait. Au contraire, beaucoup de gestionnaires vont penser que c'est monétaire. On va leur augmenter le salaire. Mais non, la majorité des gens la majorité des démissions, c'est une question de je me sens pas lié à mon travail, j'ai manque de progrès professionnel, etc. Donc, c'est des désirs personnels qui ne sont pas remplis. Donc, il n'y a pas de solution miracle. C'est chacune des équipes, puis ça va changer d'une entreprise à une autre, d'une sphère de spécialisation à une autre. Donc, vraiment, questionner les gens, des sondages, des rencontres là-dessus, ça se pose comme question. Pourquoi vous êtes heureux? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est ça, en fait, qui va faire en sorte qu'on va avoir l'occasion de discuter avec les autres, qu'on va sentir qu'on va partie d'une équipe. C'est ça l'engagement, c'est je sens que je fais partie d'une équipe, que mon travail est important, qu'on me prend en considération, qu'on me valorise. Si on n'a pas ça, les gens, ils vont être aliénés, ils vont faire leur travail, puis on va leur imposer des façons de faire qui ne cadrent pas avec ça. Attendez-vous pas à ce qu'ils restent là pendant des années puis qu'ils soient heureux et heureuses de venir au travail. Il faut les écouter. C'est ça, la première chose à faire, c'est l'écoute. Puis sortir de la micro-gestion, sortir du management passif où on laisse les gens faire. Non, non. On veut des gestionnaires qui vont être actifs puis qui vont être capables d'aller questionner les gens. Ça, c'est vraiment la clé du succès. Écoute et personnalisation des approches. C'est le fun, hein? Tu nous ramènes dans cesser de chercher des baguettes magiques puis des idées. Ramenez-vous sur l'être humain, elle réside là, la réponse. Des équipes engagées, c'est une question de connexion, de personnalisation, Absolument. de connaissance avec les gens. Parce que je pourrais te dire, oui, on a fini, ça passe trop vite. Non, j'allais dire j'achève, mais en conclusion, il y a environ 2 semaines, Gallup a sorti le sondage 2023 sur l'engagement à travers le monde. Okay. Tu ne savais pas que j'allais poser cette question-là. Non, Luc, puis je ne l'ai pas lu, je pense pas. J'allais te demander si tu avais été surpris. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est que les indicateurs demeurent plutôt stables par rapport à l'engagement versus 2022. Certaines régions du monde sont plus engagées que nous. Hein? On a un regard pour l'Asie, pour l'Inde. Ils ont des taux d'engagement qui nous font envier leur réalité. Alors, c'était quoi le pourcentage de 2023? Moi, le sondage de 2021 que j'avais, c'est 33% des Canadiens et des Américains se sentent engagés envers leur travail. Donc, 33%, ça veut dire que 67% des gens qui ne le sont pas. Et la moyenne du reste du monde en 2021, c'était 21% des gens qui étaient engagés. Donc, on est mieux que beaucoup d'autres personnes dans la moyenne des choses, mais on a encore un gros manque à gagner. Est-ce que les sondages de 2023 ressemblaient à ça? Un petit peu. Alors, mais il y a des inversements. Par exemple, l'Asie est plus engagée que nous. Nous, on a perdu de la vitesse sur l'engagement de nos équipes. Il y a des choses qui ont bougé. Puis quand on regarde à nos indicateurs nord-américains par rapport dans le monde, ça, c'est plutôt stable. Donc, ça fera l'objet d'une autre conversation. On arrive à la fin de notre rencontre. Avec plaisir. Luc, merci. On rappelle que tu travailles pour Scientifix. Tu es un courtier en connaissances scientifiques. Tu as ton post-doctorat. Au quotidien, tu épluches des études pour nous permettre de faire émaner les vrais constats, éviter les mythes puis vraiment se centrer sur ce qui est réel et démontré. Tu nous as ramené aujourd'hui sur l'importance de l'humain dans l'engagement. Puis tu nous as vraiment donné une douche froide en disant cessez de chercher des artefacts puis des idées. Il n'y a rien de jazzé autour qui va faire la baguette magique. Là, c'est dans les connexions humaines que ça se passe. Exact. Bien résumé. Luc, on te remercie beaucoup pour ta présence. C'est moi qui vous remercie. Souhaite une bonne journée à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup.